Bien, bonsoir. Je suis très heureux d'être là ce soir en votre compagnie et j'espère que, en ma qualité de journaliste, je précise que je ne suis pas spécialiste, ni chercheur, ni expert. Je ne suis qu'un journaliste qui a débarqué il y a une quarantaine d'années au Proche-Orient, qui a passé de nombreuses années, qui est revenu. Et j'étais là-bas en tant qu'observateur, donc je n'avais pas de carte de militant quelconque, mais j'étais très intéressé et mon premier centre d'intérêt, ça a été les Palestiniens, puisque mon premier livre, c'était sur les Palestiniens, à l'époque où Arafat était à peine connu en Europe et que je suivais à droite et à gauche dans les différents pays du Proche-Orient. Et puis ensuite, j'y suis retourné, mais toujours en tant que journaliste. Donc j'allais souvent en Syrie aussi. Et j'y résidais, j'y vivais de temps en temps. C'est un pays qui m'a tout de suite fasciné. C'est un pays extraordinaire. En dehors de sa beauté, c'est un pays qui a une richesse historique et culturelle dont je vous dirai deux mots parce qu'il faut aller vite étant donné que on ne va pas trop rester sur les dates anciennes, mais enfin, on ne peut pas parler de la Syrie sans quand même citer quelques éléments historiques et anciens. La Syrie, c'est à l'origine de l'humanité en quelque sorte. En tous les cas, il faut savoir qu'il y a à peu près 10 000 ans, on découvrait l'agriculture dans ce pays, dans le croissant fertile, alors que l'Europe était encore couverte de forêts et ne rien. Les premières agglomérations, les premiers villages, les premières implantations se sont passées au croissant fertile près de la Syrie. On l'oublie souvent, mais c'est un pays qui a des siècles derrière lui de civilisation. Lorsque l'homme ou le pré-homme ou les premiers hominidés ont quitté l'Afrique pour aller se répandre dans le monde, ils sont passés par la Syrie. Première fois dans l'histoire que la Syrie a été un carrefour, et ça va l'être tout au long de l'histoire. On passe toujours par la Syrie. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui que le conflit prend ou a pris ou est en train de prendre une tournure internationale, c'est que tout se concentre et tout passe par la Syrie. Les premières villes sont de Syrie. Vous avez entendu parler de Mari, peut-être, qui se trouve près de la frontière irakienne. 4000 ans avant Jésus-Christ, c'était il y a 6000 ans aujourd'hui. Ville qui a été détruite par Hammurabi. Une autre ville que les archéologues italiens ont découvert, c'est près d'Alep, la ville d'Ebla, qui est aussi une ville qui a 6000 ans aujourd'hui. Donc vous voyez que les implantations sont très vieilles. Alors, il y a eu un balancier qui a commencé très rapidement, d'abord de l'est vers l'ouest. Toutes les civilisations mésopotamiennes, je vous parlais d'Hammurabi, le roi de Babylone, mais aussi les Assyriens, les Perses, sont venus en Syrie au moment de l'empire achéménide fondé par Cyrus, vous savez, en 6e siècle avant Jésus-Christ. La Syrie a été une satrapie achéménide. Ensuite, les influences de l'Est ont laissé place à les influences de l'Ouest. Et la Syrie s'est hellénisée. Lorsque Alexandre le Grand s'est emparé ou a vaincu l'Empire perse, a vaincu les Achéménides, ça s'est passé, ce qui fut le territoire syrien, ça s'est passé à Issos, près d'Alexandrette, près d'Iscandéroun aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là que la Syrie a été hellénisée. Ça a duré 2 siècles, et puis avec la disparition d'Alexandre, ces 4 généraux se sont disputés la suite, et c'est entre Séleucos et Ptolémée que les choses se sont jouées. Séleucos a pris le nord, Ptolémée a pris l'Égypte, et Séleucos a pris le nord, la Syrie, et a créé un empire immense qui s'étendait jusqu'à l'Inde, jusqu'à l'Afghanistan. Ça, c'était 3 siècles avant Jésus-Christ. Et cet empire a laissé sur place aujourd'hui des sites. Alors, je crains de
de parler des sites historiques et archéologiques en ce qui concerne la Syrie aujourd'hui, parce que j'ai eu l'occasion de refaire un tour complet il y a 4 ans. Je ne sais pas la prochaine fois que je pourrai le faire, tout ce qui sera encore debout. Mais en tous les cas, des villes comme Apamé, dont vous avez pu entendre parler, la colonnade, la superbe colonnade d'Apamé, c'est le CID. Vous avez la ville de Doura Europos, qui est à côté de Marie, le long de l'Euphrate, qui est aussi une création séleucide, et qui a cette particularité, c'est qu'on a trouvé à Doura Europos une synagogue, donc qui date de 200 ans avant Jésus-Christ. Et cette synagogue avait des fresques, des murs peints dans un état exceptionnel. Elle a été transportée au musée de Damas. Quand vous allez visiter le grand musée de Damas, vous avez ce décor de synagogue. Et souvent, les archéologues se sont posés, ou les experts en religion se sont posé la question, disant que dans le judaïsme, il était interdit de représenter, comme un peu pour l'islam, de représenter des personnages humains dans les synagogues. Eh bien, allez au musée de Damas et voyez ces immenses panneaux. Vous avez toutes les scènes de l'Ancien Testament qui viennent de la synagogue de Doura Europos. Les Séleucides sont vaincus par les Romains lorsque Pompée s'empare de la Syrie en 64 avant Jésus-Christ, et la Syrie devient romaine pour 4 ans. Alors là, les monuments et les restes sont innombrables en Syrie. Il y en a du nord au sud. Au même moment, le christianisme s'implante, et il y a notamment un endroit près d'Alep, je ne sais pas si certains ont pu le voir, qui s'appelle les villes mortes. Les villes mortes du nord de la Syrie, qui sont au nord-ouest d'Alep, et parmi lesquelles il y a Saint-Siméon, qui est Saint-Siméon le stylite, le saint qui a vécu sur une colonne à 30 mètres du sol, qui a passé sa vie sur une colonne à 30 mètres du sol, pour ça qu'on appelle Siméon le stylite, dans un site merveilleux sur ce plateau du nord de la Syrie, où il y a des tas de villes et d'églises et de maisons qui sont encore dans un état remarquable et qui méritent la visite dans la mesure où tout ça surmontera et traversera la guerre. Alors ensuite, après les Romains, donc on a les chrétiens qui s'implantent, on a Byzance, on a la séparation entre l'Empire romain d'Occident et d'Orient en 395. Donc Byzance s'installe et est une des puissances dominantes de la région. La Syrie va souvent être en guerre avec Byzance parce que nous arrivons là dans la période plus récente alors, qui est la naissance de l'islam au 7e siècle. Donc très rapidement, l'islam va arriver en Syrie. Mahomet mort en 632 et en 635, Damas est prise par les musulmans. Donc c'est un des premiers pays à passer du côté de l'islam, et c'est un tournant parce que la Syrie restera définitivement dans le monde musulman tout en ayant une communauté chrétienne qui vivra encore assez longtemps et qui demeurera importante encore assez longtemps. Pour l'islam, la période est particulièrement brillante puisque la première dynastie musulmane, ce sont les Omeyyades. Alors les Omeyyades qui ne vont pas rester très très longtemps au pouvoir puisque les Abbassides au 8e siècle vont prendre la succession, mais en tous les cas les Omeyyades c'est une période où l'art, la culture, l'architecture, la littérature, la musique, la médecine arabes sont florissantes, et où d'ailleurs en Europe on en a hérité une partie par la suite. Et
l'Empire omeyyade va s'étendre sur ce qu'est la Syrie et ce qu'est le monde musulman de l'époque, mais va aussi, une fois qu'elle aura, que les Omeyyades seront vaincus par les Abbassides de Bagdad, vont s'étendre jusqu'en Espagne. Et quand vous avez vu Grenade ou Cordoue ou les sites omeyyades de l'Espagne, vous vous rendez compte de la splendeur qu'a pu connaître cette civilisation. La suite est une période de rivalité entre les Abbassides, les Mamelouks, les croisades, période agitée jusqu'en 1516, au XVIe siècle, où l'Empire ottoman s'installe. Au XVe siècle, Constantinople est prise en 1453, c'est la fin de Byzance, c'est la fin de Constantinople. Et au XVIe siècle, la Syrie entre dans l'Empire ottoman, où elle va rester jusqu'au XXe siècle. Donc finalement, dans l'histoire de la Syrie, si on regarde bien sur la durée historique, la Syrie n'a jamais été indépendante, pratiquement, sauf pendant la période omeyyade. Ce qui, dans la mentalité syrienne, n'a pas été oublié. Et c'est un pays qui a été constamment occupé jusqu'en 1946. L'Empire ottoman, de toute façon, l'Empire ottoman a des graves difficultés à la fin du XIXe siècle. Petit à petit, il est en train de perdre son assise géographique et politique. Et tout bascule au moment de la Première Guerre mondiale. Et là se bâtit le monde que nous connaissons aujourd'hui, qui est peut-être en train de s'effondrer. Mais en tous les cas, le monde du Proche-Orient que nous connaissons aujourd'hui se bâtit à cette époque-là. Pendant la guerre de 14, avant même la fin de la guerre de 14, la Turquie, l'Empire ottoman, prend position aux côtés de l'Allemagne. Donc les Occidentaux, c'est-à-dire à l'époque, les Européens, c'est-à-dire à l'époque la Grande-Bretagne et la France, qui étaient les deux pays qui comptaient dans la région, vont tout faire pour que les Arabes se lancent dans la bataille. Alors, ça va être une période assez difficile, qui commence, pour les Arabes, qui commence en 1915, lorsque les Britanniques, le haut-commissaire britannique au Caire, Sir Henry McMahon, engage des discussions avec le shérif Hussein de la Mecque. Le shérif Hussein de la Mecque, enfin, la carte ne montre pas, mais enfin, au sud d'Aqaba, le Hedjaz, c'est cette région au bord de la mer Rouge où se trouvent les lieux saints de l'islam, Médine et la Mecque. Et donc, c'est là où était le shérif Hussein qui descend c'est un hachémite qui descend de Hachem, qui était l'arrière-grand-père de Mahomet. Donc, c'est une famille qui descend directement de la famille, qui descend directement du prophète. Et cette famille, donc, avait la responsabilité de la garde des lieux saints musulmans. En 1915, les Britanniques promettent au shérif que s'il déclenche la révolte contre les Turcs, il y aura un royaume arabe indépendant. Bien. L'année suivante, et en vertu de quoi, les Arabes, ça c'est l'histoire des 7 piliers de la sagesse racontée par Laurence d'Arabie, en 1916, en juin 1916, le shérif déclenche la révolte. Pratiquement au même moment, les Britanniques et les Français, un archéologue, un archéologue ou un linguiste, un archéologue, Sir Mark Sykes, et un diplomate français, François-Georges Picot, se mettent d'accord pour dire après la guerre, on va se partager la région pour défendre nos intérêts. C'est-à-dire que la Grande-Bretagne, son intérêt, son obsession, c'était de maintenir ouverte la route des Indes. Ça a été en permanence sa préoccupation.
Pour la France, c'était, en vertu d'une histoire de plusieurs siècles, avec l'Empire ottoman qui avait commencé avec François Ier, c'est-à-dire de protection des lieux saints, d'intérêts commerciaux, d'intérêts portuaires, d'intérêts économiques, d'intérêts culturels considérables, puisque les écoles françaises dans cette région du monde étaient innombrables. Les Français voulaient donc défendre ces intérêts et en même temps éviter tout remous en Afrique du Nord. Parce que les possessions françaises d'Afrique du Nord, enfin les Français craignaient que tout mouvement d'indépendance du côté arabe au Proche-Orient ait des répercussions sur les possessions françaises en Afrique du Nord. Donc il fallait à tout prix contrôler ça. Donc intérêt de la Grande-Bretagne et de la France qui était de dire on va imposer notre présence pour défendre nos intérêts. Arrive une troisième... Alors déjà contradiction, parce que ce qui avait été promis, l'indépendance promise aux Arabes, était passé entre les mains des Européens. Troisième contradiction, la Grande-Bretagne publie la déclaration Balfour. C'est-à-dire que cette région qui était déjà promise aux Anglais et aux Français et puis promise aux Arabes devient en plus promise pour établir un foyer juif, qui était... la formule, c'était pour établir un foyer national juif en Palestine. Enfin, le mot Palestine était bien compris, tout le monde avait compris. Donc ça va être le déclenchement du problème palestinien, et c'est l'acte de naissance, en quelque sorte, de l'État d'Israël. À la fin de la guerre, la Société des Nations qui vient d'être créée décide donc de confier à la Grande-Bretagne un mandat sur la Transjordanie, qui à l'époque et aujourd'hui est la Jordanie, mais qui à l'époque était la Transjordanie, c'est-à-dire c'était la région qui était à l'est du Jourdain et qui était importante pour les Anglais parce que ça bloquait l'Arabie saoudite, qui commençait à bouger, qui commençait à revendiquer son indépendance, et les Anglais avaient peur que l'Arabie saoudite s'étende et avance trop vers la Méditerranée. Donc il y avait cet émirat de Transjordanie qui bloquait les Saoudiens. Les Anglais ont également eu le mandat sur l'Irak qui n'existait pas encore, mais qui va être fabriqué de toutes pièces en collant 3 morceaux, qui est le sud de la Mésopotamie, la région de Bassora, puis le centre de Bagdad, et la partie nord, qui est le Kurdistan. Ces 3 régions vont former l'Irak, et les Français ont alors ce qui est aujourd'hui le Liban, mais qui à l'époque n'était pas encore le Liban, la Syrie actuelle, et puis une partie qui a complètement été oubliée, qui est la Cilicie. Et la Cilicie, c'était au nord de la Syrie actuelle, c'était la région d'Urfa, disons qu'aujourd'hui, c'est l'est de l'Anatolie, n'est-ce pas ? Donc les Européens s'installent, et très rapidement, Mustafa Kemal, qui était en train d'organiser, de créer la République turque, et qui avait rejeté déjà les traités qui amputaient les régions arabes, ça, ils étaient d'accord, mais amputaient même l'Anatolie, puisqu'il y avait une partie qui allait à la Grèce, une partie à l'Italie, une partie à la France, une partie à l'Angleterre. Donc Mustafa Kemal a refusé ce traité. Il a lancé ses troupes et il a créé la République turque. Et parmi les territoires qu'il a récupérés, il y avait les Cilicies. Donc première bataille pour les Français à cette époque, c'est une guerre contre les forces turques en Cilicie, qui se sont terminées par la défaite des forces françaises, mais par un exil de réfugiés, et notamment d'Arméniens qui avaient déjà échappé au massacre
de 1915, 14-15, qui s'étaient réfugiés du côté français, qui à nouveau reprenaient le chemin de l'exil, ces populations qui ont été ballottées pendant toute cette période. Et donc, les mandats sont installés. Les Français et les Anglais sont là. Alors, pour ce qui est de la Syrie, une des premières choses que vont faire les hauts commissaires et les autorités françaises, c'est de découper ce qui était la Syrie. Il faut avoir conscience que du temps de l'Empire ottoman, la Syrie n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, on appelle la Syrie un petit morceau de ce qu'était la Syrie. Il y a un siècle encore, disons, il y a tout juste un siècle, en 1913, la Syrie allait jusqu'à Aqaba, n'est-ce pas? Toute la région ottomane de Syrie allait jusqu'à Aqaba et elle remontait jusqu'au Taurus. Ça allait jusqu'au Taurus, n'est-ce pas? Et les découpages des mandats font que il y a les frontières, les Français et les Anglais, ils ont pris une règle et ils ont tracé des frontières, n'est-ce pas? Ça s'est passé comme ça. Il y a même des scènes qui décrivent comment ça s'est fait. Et c'est les frontières. Les nouvelles frontières n'avaient rien de naturel. Par exemple, pour la Syrie, que l'on aperçoit ici, les lignes vertes. Hein. Bon, comme je disais tout à l'heure, de tout temps, la Syrie était un lieu de passage. Les nomades, les caravanes passaient toujours par la Syrie pour aller ensuite vers les régions, vers l'Asie centrale, ou vers les pays de l'ancien Pont Euxin et puis vers l'Europe. La frontière met un terme à des millénaires, des siècles de nomadisme. Vers le sud, ce qu'était la Palestine et les régions administratives ottomanes, et qu'on nommait la Syrie du Sud, ce qui montre bien que la Syrie avait une présence, ça s'appelait la Syrie du Sud. Toutes ces régions donc, passent sous mandat britannique, sont redécoupées puisque les Britanniques font une frontière sur le Jourdain, et ce qu'est la Palestine et aujourd'hui Israël et les territoires occupés forment le mandat britannique. Sur la Palestine, l'Est devient un émirat où s'installera l'un des fils du shérif Hussein de Hejaz, c'est-à-dire le roi Abdallah, qui sera assassiné à Jérusalem en 1951, et qui était le grand-père du roi Hussein de Jordanie. En Irak, donc, on a vu que les Anglais, très rapidement, vont créer un nouveau pays qui s'appelle l'Irak actuellement. Le problème, c'est que les Français ne sont pas accueillis, ne sont pas bien accueillis, ils sont même largement rejetés quand ils arrivent dans la région qui nous préoccupe, la Syrie-Liban. Il y avait, lorsque le général Allenby et les forces arabes de Faisal sont arrivés et ont pris Damas en octobre 1918 ou en décembre 1918, il y a eu un congrès syrien qui s'est organisé pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Nous, les Européens, ils ont décidé que, mais nous, ce congrès a proclamé, a décidé l'indépendance. Faisal, qui était donc l'un des trois fils du shérif Hussein, Faisal, qui a accompagné la révolte arabe et qui a accompagné Allenby et Lawrence d'Arabie, a été proclamé roi par un congrès syrien qui s'est tenu à Damas. Et donc, quand les Français arrivent, il y avait un roi qui était en place à Damas, et conformément d'ailleurs, on peut dire, aux promesses qui avaient été faites, puisque en 1915, on avait promis un grand royaume arabe indépendant qui donc a disparu. Bien, alors les Français ne l'acceptent pas. La Société des Nations, qui vient d'être créée et qui va donc accorder un mandat à la France et des mandats à la France et à la Grande-Bretagne, la Société des Nations ne bouge pas et accorde ses mandats. La France va donc mener une campagne, et en juillet 1920, le roi Faisal est renversé à Damas,
il doit partir en exil. Il aura un lot de consommation puisque les Britanniques vont lui donner le trône de Bagdad. Hein, l'Irak a été un royaume jusqu'en 1955-56, sauf erreur. Donc Faisal ira là-bas. Les Français s'installent donc en Syrie et au Liban, puisque une des premières décisions, septembre 1920, les Français proclament le Grand Liban. Du temps des Ottomans, il y avait une petite région qui s'appelait le Liban, qui s'appelait le Mont Liban, qui était depuis longtemps le foyer et en même temps le refuge de la communauté chrétienne la plus importante, qui sont les Maronites au Liban, et qui s'étaient réfugiés dans ces montagnes depuis longtemps pour fuir des persécutions qui encore au XIXe siècle avaient eu lieu, puisque les Français étaient intervenus à la fin du XIXe siècle, en 1860, pour séparer les Druzes et les Maronites qui se battaient dans la montagne. Et en même temps, c'est là où vous connaissez peut-être l'épisode de l'émir Abdelkader, qui est l'ancien émir d'Algérie, qui a été évincé par les Français en Algérie et qui, après un petit séjour en France, est parti s'installer à Damas, dans une résidence d'ailleurs superbe, je ne sais pas si vous avez l'occasion de la voir, et qui, au moment de 1860, quand les chrétiens se faisaient massacrer en Liban, mais également à Damas, les a accueillis chez lui, et ils sont tous venus se réfugier chez lui pour échapper au massacre. Donc les Français décident de créer un Liban que d'ailleurs à l'époque on appelait le Grand Liban, parce qu'il était beaucoup plus grand que la montagne libanais traditionnelle, qui va aller des frontières de la Palestine, qui va aller de Nakoura au sud de Tyr jusqu'au nord de Tripoli. Donc les Français ont pris le mont Liban et ont adjoint les plaines côtières et la riche région de la Bekaa, qui est très, très riche au point de vue terre agricole et tout. Donc le Liban est formé. En Syrie, les problèmes, comme je vous ai dit, la population, les autorités, les notables ont mal accueilli les Français. Donc après l'épisode du roi Faisal, il y a quelques révoltes, il y a quelques mouvements. Pour éviter d'avoir en face de soi une majorité sunnite qui était la majorité, qui est plus que jamais la majorité dans la zone syrienne actuelle, n'est-ce pas, les Français vont créer des régions, des différents États. Donc il va y avoir l'État alawite. Alors, quand on dit ça, c'est peut-être une hypothèse du XXIe siècle, on ne sait jamais. Mais en tous les cas, déjà à l'époque, la région côtière est devenue l'État des Alaouites. Il y a eu l'État d'Alep, il y a eu l'État de Damas, et il y a eu l'État du Djebel Druze. Et puis il y avait, pour la région de la Jésirée, qui est toute la grande région désertique, il y avait un statut à part. Mais disons, il y avait essentiellement 4 États qui ont été créés. Donc c'était non seulement la Syrie avait perdu tous les territoires environnants dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'était déjà un territoire amputé, mais en plus, le pays est morcelé. La coexistence est très mauvaise. La possibilité de former un gouvernement durable, débat sur la constitution syrienne, les choses traînent. Mais en tous les cas, il y a des incidents graves et dès 1925, le Djebel Druze se rebelle. Une rébellion très, très, très puissante sous la direction d'un membre de la grande famille druze à la Trache. Il y a des combats dont on a peu idée aujourd'hui. On se dit aujourd'hui ça se passerait, on se demande quelle serait la réaction. Vous avez par exemple une colonne française de 3000 personnes
qui se dirige un moment vers Souaïda, qui était assiégée. Souaïda, c'est une des grandes villes du sud de la Syrie. La colonne tombe dans une embuscade. 800 soldats français sont tués. Vous imaginez en 2013 si au Mali il y avait eu des pertes de ce type. Donc vous voyez que les révoltes pendant le mandat syrien ont été quelque chose de très sérieux. C'était une véritable guerre. La rébellion n'arrive pas à être contrôlée. Elle monte jusqu'à Damas. Alors, elle arrive dans une région dont on parle, si vous suivez l'actualité syrienne assez souvent, l'actualité de Damas en ce moment, dans la Ghouta. La Ghouta, qui sont les vergers qui étaient encore il y a quelques années, qui étaient encore assez largement préservés, quoique l'urbanisation a fait beaucoup de dégâts, qui sont d'immenses vergers, qui étaient quand on allait vers l'aéroport international de Damas, où les Damascènes venaient passer le dimanche. C'était un lieu familial, un lieu de promenade et tout, mais c'était aussi un lieu difficile à contrôler. Et il y avait dans cette région pas mal de repris de justice ou de personnes qui avaient des raisons de fuir les autorités ou de se rebeller. Et la rébellion du Djebel Druze, elle monte jusqu'à Damas. Et à ce moment-là, Damas est bombardée. Déjà en 1925, l'armée française bombarde Damas pendant 3 jours. Vous voyez que l'histoire, hélas, a tendance à se répéter. Bien, des négociations sont menées et la rébellion s'éteint. La fin du mandat est marquée par des discussions politiques qui n'aboutissent pas. C'est-à-dire que lorsque la Société des Nations a confié les mandats aussi bien à la Grande-Bretagne qu'à la France, ce n'étaient pas des colonies, ce n'étaient pas des territoires où ces États devaient s'installer. Il était bien dit que ces mandats avaient été attribués parce qu'on considérait, de façon subjective, mais on considérait que les pays de la région n'étaient pas encore capables de gouverner tout seuls, donc il fallait qu'ils aient l'aide d'une puissance extérieure. Par conséquent, en l'occurrence, c'était la Grande-Bretagne et la France qui avaient donc eu des mandats. Donc l'un comme l'autre, ces deux puissances européennes n'avaient qu'une chose à faire, c'était le plus vite possible à donner l'indépendance. La durée du mandat n'était pas prévue par la Société des Nations. Mais il était bien entendu que ça devait arriver le plus tôt possible. Il fallait aider ces pays à s'organiser, puisqu'ils sortaient de 4 siècles d'administration ottomane. Ils n'avaient donc pas la pratique. Bon, on pouvait très bien imaginer qu'en peu de temps, ça allait être fait. Mais ce qui s'est passé, c'est que, d'une part, les puissances européennes sont arrivées mais n'ont pas manifesté l'intention de partir et n'ont pas, créé une élite, si on veut, en tous les cas une classe dirigeante capable d'administrer les pays. Et puis en plus, ils ont plaqué des institutions typiquement européennes. C'est-à-dire que sur le Liban et la Syrie, par exemple, puisque c'est ce dont on parle, qu'est-ce qui a été choisi comme modèle ? L'État-nation. L'État-nation, c'est-à-dire avec des frontières, un État centralisé. Or, dans un pays qui n'a jamais connu de frontières dans son histoire et qui, en plus, est fondé sur une coexistence entre différentes communautés. Alors, on peut admettre ou ne pas admettre les communautés, on peut débattre du confessionnalisme. Ça, c'est un débat qui est un long débat à mener, mais en tous les cas, c'est la réalité. La réalité, c'est qu'au Proche-Orient, les personnes qui vivent au Proche-Orient se rattachent d'abord à leur communauté. Ils appartiennent à une communauté. On peut dire, par exemple, qu'au Liban, où j'ai passé de nombreuses années de guerre au Liban, je me disais que de tout ce désastre, il allait au moins sortir un citoyen libanais. Eh bien, au bout de 15 ans de guerre, les Libanais sont retombés dans leur appartenance communautaire. C'est là où ils se sentent bien, c'est là où ils vivent entre eux. Et le citoyen libanais n'existe toujours pas.
Donc c'est un peu la même chose en Syrie. Les erreurs au départ, c'est de ne pas avoir compris que, bien sûr, il faut qu'il y ait une capitale, il faut qu'il y ait un État, on peut avoir des autonomies, mais on ne peut pas négliger les communautés. Alors l'État-nation, c'était pas fait, en tous les cas, pour plaquer ça tout de suite sur le système ottoman. L'État-nation, ça marchait pas. Et d'ailleurs, ça n'a pas marché, parce qu'il a fallu des années de discussion pour essayer de trouver une constitution introuvable. Il a fallu discuter ensuite, alors, pour parvenir à passer un traité, parce que les Français voulaient partir. D'ailleurs, les Britanniques ont fait la même chose dans leur zone en Irak et en Transjordanie. Mais ils voulaient qu'en partant, il y ait un traité qui leur garantisse une durée assez longue de présence militaire, d'accords spéciaux, de préférences et autres. Si bien que la négociation sur ce traité n'a pas abouti, sauf du côté syrien, curieusement. C'est-à-dire qu'à un moment, après des discussions, il y a une formule qui était à la satisfaction du gouvernement syrien, j'entends le gouvernement syrien du mandat, n'est-ce pas, sous le mandat. Mais ce sont les Français qui n'ont pas voulu le signer parce qu'on arrive en 1938-1939 et la guerre se profile. Et par conséquent, ce n'est pas le moment de signer un traité, on ne sait pas comment ça va se passer. Là se place un épisode que les Syriens n'ont pas oublié et qui est un des épisodes les plus navrants du mandat. Lorsque la France a eu le mandat, donc je vous ai dit que le mandat avait aussi la Cilicie dans le nord, mais rapidement les Français l'ont perdu. Mais il y avait une autre région. Alors, oui, là, cette carte, je l'ai achetée à Damas. C'est pour vous dire que les frontières... voilà, les cartes à Damas n'acceptent pas ce qui s'est passé en 1938-1939, c'est-à-dire que les Français ont donné une province qui s'appelait le Sandjak d'Alexandrette, aujourd'hui Iskenderun, aux Turcs pour s'assurer que les Turcs ne s'allieraient pas avec les Allemands pendant la guerre. Il y a eu un troc, n'est-ce pas? Et cette région, donc, vous voyez sur ces cartes syriennes, les frontières d'État, c'est les frontières d'avant 1939. Les Syriens n'ont jamais admis. En fait, la frontière aujourd'hui, l'attaquer est là, donc la frontière d'aujourd'hui, elle fait ça. Hein, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que cette région avait une majorité arabe, et c'est vrai, une minorité kurde assez forte, mais c'était une majorité arabe. Mais ce qui est aujourd'hui la province du Hatay, en Turquie, hein, ça s'appelle le Hatay, mais les Turcs le voulaient. Ils voulaient cette région pour des raisons stratégiques, historiques et tout. Donc ils avaient bien l'intention de la récupérer. Et quand les Français ont discuté du traité avec les Syriens, les Turcs se sont tout de suite manifestés. Ils ont dit « Nous, vous n'allez pas accorder l'indépendance à cette région ». Il y a eu un accord, donc, comme vous dites, de Tobruk. La guerre approchait, enfin la guerre était de toute évidence inévitable, et on ne voulait pas que recommence comme en 1914, que la Turquie parte du côté allemand. Donc, on lui a donné cette région, Sandjak d'Alexandrette, aujourd'hui la province turque du Hatay, pour s'assurer les bonnes grâces de la Turquie. Mais alors, il y a eu une manipulation qui fait que, donc, je disais, il y avait une majorité arabe. Alors, donc, pour la façade, si je puis dire, il fallait quand même qu'il y ait des élections. Alors, on a traîné parce qu'on n'arrivait plus à retrouver les registres électoraux et autres. En attendant, les Turcs ont peuplé et ont envoyé des populations turques dans la Sandjak d'Alexandrette, si bien qu'au moment où finalement on a quand même réussi à établir des listes électorales, il y avait une majorité turque. Donc les Turcs ont dit, ben, vous voyez, comme on l'a toujours dit, cette région est une région turque, par conséquent, il est naturel que l'on ait.
Mais ça a été quelque chose qui est toujours très mal ressenti en Turquie, en Syrie. D'autant plus que, comme je vous le disais tout à l'heure, les nouvelles frontières, donc on coupait la Syrie de son hinterland, du désert, de la Mésopotamie historique, et la perte du Sandjak d'Alexandrie a coupé Alep de son débouché naturel qui était Alexandrette. Alexandrette était l'axe Alep-Alexandrette était l'axe naturel commercial, de transport, économique et tout. Et ce qui en même temps amputait un peu plus la Syrie d'une côte, puisque maintenant je crois que de la frontière libanaise à la frontière turque, il ne reste plus que 173 km, quelque chose comme ça. Donc pour un pays comme la Syrie qui fait 183 000 km², n'est-ce pas, il y a 170 km de côte, ce qui est un problème énorme. Tant plus qu'avant que les frontières soient là, évidemment, le débouché de Damas était Beyrouth. Évidemment. Maintenant, il faut remonter jusqu'au nord. Donc, la guerre éclate. À la fin de la guerre, je ne sais pas quelle heure il est. Bon, encore une demi-heure, n'est-ce pas? À peine. Alors, en tous les cas, la Seconde Guerre mondiale se termine. En 1946, la Syrie est indépendante le 17 avril. C'est pour ça que la grande place de Damas, devant la Banque centrale, s'appelle la place du 17 avril. C'est la date, c'est le jour où les dernières troupes françaises ont quitté la Syrie, est devenu le jour de la fête nationale 17 avril 1946. Alors, commence une toute autre période, parce que là, c'est la première fois, comme je le disais tout à l'heure, que depuis des siècles, les Syriens étaient indépendants. Donc, vous imaginez un pays qui, pour la première fois, est indépendant, qui ne peut plus compter que sur lui-même, qui n'a pas vraiment une classe formée. Donc, la période est très difficile. À partir de 1946, il y a sans arrêt des coups d'État. Il y a même certaines années où il y a 3 coups d'État dans l'année. En 21 ans, de 1946 en 20 ans, 46 à 66, il y a 11 chefs d'État. Donc vous voyez que ça n'arrête pas de tourner. Un militaire fait un coup d'État, un autre fait un autre coup d'État. Et ça ne... Il y a un sentiment d'instabilité qui se développe dans le pays. Il y a donc une grande instabilité. Parlons tout de suite il y a la guerre de 1948, la naissance d'Israël, à laquelle ont participé des unités syriennes. Comme vous le savez, les forces arabes ont été battues, ce qui a été, là, peu de temps après l'indépendance, un traumatisme, en tous les cas pour les militaires syriens, et des gens comme Hafez el-Assad et d'autres. Hafez el-Assad qui est né en 1930, il avait donc 18 ans au moment de la naissance de la guerre de 48. À 18 ans, quand les Arabes coalisés, tous les pays arabes perdent une guerre contre les forces juives qui n'étaient pas encore Israël, n'est-ce pas, ça a été un traumatisme qui sera beaucoup reproché ensuite aux dirigeants syriens de l'époque. Mais comme je vous dis, c'est une succession de coups d'État. Il y a un groupe d'hommes qui réfléchissent à l'avenir de la Syrie, mais d'une façon tout à fait particulière. Il s'agit du Parti Baas. Alors le Parti Baas est souvent un objet politique non identifié en Europe, parce qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est que ce Parti Baas. Au départ, c'était quand même assez simple. Nous sommes donc il y a 3 personnes qui sont à l'origine. Il y a Zaki Arsouzi qui est un
un, un homme politique, un philosophe syrien qui vivait dans la région de Latakia, mais qui a passé sa jeunesse à Alexandrette, et qui avait réfléchi à ce que devrait être la Syrie après l'indépendance, et dans un cadre plus large, qui serait le monde arabe devient l'indépendance, puisque la Jordanie, l'Irak, tous les pays, petit à petit, passent à l'indépendance. À quoi devrait ressembler la vie politique dans les pays arabes? Et il y a deux hommes alors qui vont être directement actifs dans la fondation et la création du Parti Baas. Si Arsouzi est un peu le père fondateur, ou celui qui, oui, le père fondateur, il y a deux hommes qui, curieusement d'ailleurs, tous les trois ont été à la Sorbonne et ont fait leurs études à la Sorbonne. Il y a Michel Aflaq, qui est un chrétien orthodoxe, syrien bien sûr, et il y a Salah Bitar. Salah Bitar, lui, est un sunnite. Et ce sunnite et ce chrétien se rencontrent donc à la Sorbonne, où ils rencontrent beaucoup d'étudiants arabes à l'époque qui venaient étudier à Paris notamment, et ils vont réfléchir à ce qu'il va falloir faire après l'indépendance. Donc ils rentrent en Syrie après leurs études, et vers 1937, ils ont un schéma de parti déjà en tête. Alors, mais c'est une des caractéristiques du Baas au début. Comme ils ne peuvent rien faire qui ne soit pas en secret, on a toujours l'impression d'une bande de comploteurs qui se cachent et qu'est-ce qu'ils trament et tout. En fait, ils ont mis en place un parti, mais il y avait encore le mandat et ils craignaient d'avoir des difficultés avec les autorités, si bien que, je vous ai dit que les Français sont partis en 1946, l'indépendance en 1946, dès 1947, premier congrès du Baas ouvertement à Damas, avec Aflaq et Bitar. Alors, en deux mots, le Parti Baas, c'est quoi? C'est peut-être pour repenser les pays du Proche-Orient après donc le départ des Occidentaux et des Européens. Il fallait dire, mais nous ne sommes pas Européens, nous ne sommes plus Ottomans, nous sommes Arabes. Qu'est-ce que la nation arabe est en décadence depuis quand même un certain nombre d'années, parce qu'on a vu qu'on a été occupé, colonisé et tout. Qu'est-ce qu'il faudrait pour faire renaître la nation arabe? Alors, l'idée est née de panarabisme, qu'on verra plus tard avec Nasser, par exemple. Donc, les Arabes doivent s'unir. Les frontières nous ont séparés. Il faut repenser la question. La langue arabe tient une place considérable. Qu'est-ce qui va nous faire renaître? Ça va se faire autour de la langue arabe, qui est au cœur du projet de la région. L'islam. Bien que le Baas soit un parti laïque et socialiste, l'islam tient une place importante, et Bitar l'a expliqué très clairement. Il a dit non pas sur le plan religieux, mais sur le plan culturel. Au fil des siècles, l'islam a forgé une identité arabe, et on ne peut pas penser recréer cette identité ou recréer une nation arabe ou créer tout simplement une nation arabe si elle ne se fait pas autour de l'islam. Ce qui les différencie tout de suite des frères musulmans, avec lesquels ils sont en guerre ouverte, si je puis dire, et en tous les cas ça viendra, parce que les frères musulmans, eux, c'est l'application pure et simple de la charia, c'est-à-dire les principes datant de l'époque de Mahomet, enfin sans rien changer, revenant aux origines de l'islam, en respectant au XXe siècle des principes qui avaient été énoncés bien des siècles plus tôt. Il faut aussi dire que le Baas est anticommuniste, dès le début. Parce que, d'abord, 1940, alors c'est 1947, le vote des Nations Unies sur le partage, vous savez, le novembre 1947, la Russie a voté pour, l'Union soviétique a voté pour, ça a même été le premier, sinon le deuxième pays à reconnaître Israël, et puis les partis communistes
syrien, qui existait déjà à l'époque, paraissait aux yeux des bassistes beaucoup trop inféodé au Parti communiste français ou à l'Union soviétique. Donc les bassistes considéraient que être arabe et être communiste, c'était abandonner ou renier son arabité. Donc pour eux, en dehors du fait que l'Union soviétique avait été une des premières à reconnaître Israël et à voter pour le partage, en plus, ils considéraient qu'on ne pouvait pas être internationaliste communiste et en même temps défendre l'arabisme. Donc il y a tout de suite eu une coupure et il y aura des problèmes tout au long, quand le bas sera au pouvoir, il y aura en permanence des problèmes entre les communistes et le bas, ce qui ne veut pas dire qu'il y avait des problèmes entre l'Union soviétique et le régime bassiste. Et puis, ce sont deux choses différentes, tout à fait différentes. Bon, donc le BAS, je vous ai dit le premier congrès du BAS en 1947. Alors il faut voir aussi que cette période où les pays arabes surgissent sur la scène indépendants surgissent sur la scène du Proche-Orient, c'est aussi la naissance de la guerre froide. Et la guerre froide, ça va être un élément très important. Parce que en 1900... Deux éléments. En 1955, la Turquie et l'Iran, la Turquie et l'Irak passent à un accord de défense qui s'appelle le pacte de Bagdad, qui est évidemment un pacte pro-occidental, auquel d'ailleurs qui sera rejoint d'ailleurs assez rapidement par l'Iran, par le Pakistan, par l'Iran, le Pakistan, l'Irak et la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne qui en fera partie. Les États-Unis n'en feront jamais partie. Mais voilà. Donc c'est une alliance pro-occidentale, ce qui inquiète un pays comme la Syrie ou même l'Égypte qui a fait sa révolution, puisque Nasser maintenant est au pouvoir en 1955. Autre phénomène, c'est que Nasser est en négociation avec les États-Unis pour construire le grand barrage. Or, les États-Unis mettent des conditions à la construction du grand barrage. Des conditions sur le fait de l'exclusivité de la fourniture des armes, enfin un certain nombre d'exclusivités qu'ils voulaient se réserver. Et Nasser refuse. Nasser claque la porte. Et non seulement il claque la porte, mais en juillet 1956, au cours d'un discours à Alexandrie, Nasser proclame la nationalisation du canal de Suez, qui à l'époque était géré par des intérêts franco-britanniques. Donc sa riposte a été foudroyante. Juillet, 3 mois plus tard, il y a l'expédition israélo-britanno-française, enfin ce qu'on a appelé l'expédition de Suez, en novembre 1956, pour récupérer le canal. Eh bien, les choses ne se déroulent pas comme prévu, parce qu'évidemment, récupérer le canal, c'était plus pensable. Il aurait fallu des milliers d'hommes, et puis il aurait fallu conquérir toute l'Égypte. Enfin, c'était une expédition d'une autre époque. Et puis, il y a eu la Grande-Bretagne, la Russie, l'Union soviétique et les États-Unis qui ont mis leur veto, qui ont mis un ultimatum, et qui ont dit, si vous ne quittez pas immédiatement, si vous ne mettez pas fin à cette histoire, nous, on intervient. Donc, ça prenait une toute autre dimension. Par conséquent, les Britanniques et les Français ont rembarqué, les Israéliens sont repartis, mais le canal est resté égyptien, et ça a été, pour Nasser, le début d'une apothéose, et pendant des années, Nasser va devenir l'homme que les Arabes, notamment on parle de l'homme de la rue ou de la rue arabe, un peu généralement à tort et à travers, mais là c'est vrai que dans la rue et partout, Nasser était un personnage sublimé.
donc, je vous dis qu'il y avait eu pour le problème de la guerre. Alors, ça ne s'arrête pas là, le problème de la guerre froide et des réalités, puisque en 1957, il y a eu ce qu'on appelait la doctrine Eisenhower, c'est-à-dire que le Congrès américain a voté un texte qui dit que si un pays du Proche-Orient se considère menacé par le communisme international, le président des États-Unis est autorisé à intervenir. Cette doctrine Eisenhower est restée en application du nom de l'ancien président américain assez longtemps, mais ça a braqué la Syrie et l'Égypte, qui se sont retrouvés, qui ont discuté, qui ont créé un commandement commun. Il y a même eu un moment la crainte d'un débarquement turc, donc l'Égypte a envoyé des troupes en Syrie, et puis ça aboutit à ce qu'en 1958, l'Égypte et la Syrie fusionnent dans un État qui s'est appelé la République arabe unie et qui a duré 3 ans. Alors la République arabe unie on peut passer vite, mais a échoué parce que Nasser a trop imprimé son empreinte sur cette affaire. Et il a fallu que tous les partis se dissolvent dans un parti unique. Les gens du BAS ont tout d'un coup réalisé qu'ils étaient pour cette RAU, mais que finalement le parti disparaissait. Il y a eu des intérêts économiques égyptiens qui sont implantés un peu partout. Ça a écrasé l'économie syrienne. Et puis, ce qui est important pour l'avenir, c'est que les officiers syriens, tous les cas, les officiers bassistes et, disons, ceux qui avaient le plus d'impact sur les troupes, ont été envoyés en exil en Égypte. Nasser, craignant qu'ils soient un peu trop bruyants et un peu trop remuants, les a envoyés en Égypte. Donc il y a eu quelques 600 officiers syriens qui étaient carrément en punition en Égypte. Parmi eux, il y en a eu un petit groupe qui a formé le comité militaire syrien en Égypte et qui était formé d'officiers bassistes. Ça a été le noyau de tout ce qui est devenu la Syrie dans les années suivantes. Dans ce comité, on a trouvé Hafez el-Assad. Il y avait Salah Jedid, qui prendra le pouvoir un peu après, et il y avait Mustafa Tlas, qui est un sunnite, mais qui a été très longtemps qui a toujours été ministre de la Défense de Hafez el-Assad. Et ce groupe va réagir et va dire il faut que l'on reprenne notre liberté d'action, on ne peut pas rester dans la RAU. Donc il y a un coup d'État en Syrie en 1961 qui met fin à l'union avec l'Égypte. La RAU disparaît, mais il y a des querelles internes et tout, si bien qu'en 1963, il y a un nouveau coup d'État, et cette fois-ci, c'est le BAS qui prend le pouvoir. Alors cette fois-ci, le BAS prend le pouvoir en tous les cas, jusqu'à aujourd'hui au moins. Le BAS prend le pouvoir parce qu'il était le mieux organisé, parce que il va encore s'organiser. C'est ce que petit à petit, le fait que le BAS prenne le pouvoir en 1963 ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés à l'intérieur du BAS. Il y a encore des rivalités, parce qu'il y avait des bassistes de différentes tendances, si je puis dire. Il y avait d'autres partis politiques, mais il y avait des bassistes qui étaient sunnites, donc druzes, d'autres chiites, d'autres alaouites et tout. Et petit à petit, ils vont être éliminés. D'abord, ce sont à l'occasion d'une tentative de coup d'État, les officiers sunnites vont être éliminés. Et puis ensuite, ce coup d'État a été organisé par un officier druze qui s'appelle Selim Hatoum. Selim Hatoum pense qu'il était druze, donc qu'il va en bénéficier, puis il trouve qu'il est mal récompensé. Donc à son tour, il fait un coup d'État. Mais là, cette fois-ci, Hafez el-Assad envoie une division blindée dans le Djebel Druze et Hatoum disparaît. Après les sunnites, après les druzes, les alaouites sont les seuls à être à la tête du parti BAS. Ce qui amène alors un nouveau coup d'État en 1966, toujours à l'intérieur du BAS, mais cette fois-ci, c'est la tendance dure
du Baas, à tendance gauchiste, on l'appelait les civils, ceux de Salah Jedid, qui était donc au comité du Caire, mais qui est très à gauche et qui veut faire de la Syrie une sorte de démocratie populaire, si vous voulez. Ce qui n'est pas du tout du goût de l'autre tendance, la tendance militaire, où se trouve Hafez el-Assad, qui à l'époque est ministre de la Défense et chef de l'aviation. Il y a une guerre interne qui se mène entre ces deux tendances. Arrive la guerre de 67 que donc les armées arabes perdent, mais les civils rejettent la responsabilité de la défaite sur les militaires, donc sur Assad. Ensuite arrivent les événements de Jordanie en 70, où, comme vous savez, il y a le conflit entre les Fédayines qui sont en train de surgir sur la scène du Proche-Orient et qui se développent notamment et essentiellement à l'époque en Jordanie et qui menacent le trône hachémite. Bien, en 70, la guerre civile éclate en Jordanie. Les dirigeants syriens se disent: qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on intervient ou pas? Hafez el-Assad dit non, ce serait aller à l'aventure que d'intervenir. Salah Jedid, donc la tendance de gauche, la tendance civile, décide d'intervenir. Donc une colonne blindée de chars syriens qui entre en Jordanie et qui se prépare à aller au secours des Fédayines. Bien, alors, il n'y a pas de couverture aérienne puisqu'Assad n'intervient pas, et en même temps, par une histoire compliquée, les Israéliens ont fait savoir que si les Syriens avançaient, c'est eux qui intervenaient pour mettre fin à cette intervention syrienne, si bien que les Syriens se retirent et tout. Un congrès du Baas se tient, et là, Hafez el-Assad est dénoncé, condamné, mis en minorité, en disant: vous nous avez trahis, vous nous avez abandonnés et tout. Comme de toute façon c'est lui qui a l'armée en main, pendant le congrès du Baas, il fait entourer tout ça de chars, et puis à la mi-novembre 1970, il prend tout simplement le pouvoir. Et c'est le début du régime Assad qui se met en place. Alors, rapidement, à partir de 1971, sur trois bases. Hein. Il y a d'abord le Baas, donc qui est partout. Le Baas, qui est dénoncé maintenant par les fondateurs Aflaq et Bitar, ont quitté le parti Baas au moment des coups d'État interbassistes 63-66, en considérant que ceux qui sont maintenant à la tête du Baas ont trahi le Baas et que ce sont des usurpateurs. Par conséquent, le Baas qui s'installe avec Hafez el-Assad, c'est plus celui des origines. C'est devenu, et ça deviendra de plus en plus, un parti qui idéologiquement est vidé de sa coquille et que c'est une machine à prendre le pouvoir. C'est devenu ça, avec des bonnes places. Et il faut être Baas pour avoir des bonnes places dans l'administration, une place économique, pour avoir des avantages divers et variés. Ça, mais en même temps, le Baas, c'est quelque chose qui a totalement quadrillé la société syrienne. Il y a des permanences et des membres du Baas partout. Dans les années 70-80, quand vous circuliez dans la Syrie, vous pouviez très bien, sur une route, même en zone éloignée, tomber sur un barrage. C'était ni des militaires ni des policiers, c'était les miliciens du Baas qui contrôlaient vos papiers, que ça n'allait pas au-delà. Mais la milice du Baas contrôlait le pays. D'ailleurs, je dois dire qu'en Irak, les bassistes faisaient la même chose sur les routes en Irak. Mais en tous les cas, le Baas, c'est pas seulement un parti politique, c'est en même temps un outil entre les mains du pouvoir pour quadriller le pays. Deuxième élément du pouvoir, c'est l'armée, bien sûr. Bien sûr, c'est l'armée qui de plus en plus devient non pas exclusivement alawite, mais en tous les cas, disons que, parce que les hommes de troupe, par exemple, normaux, sont souvent sunnites, hein, mais parce que les officiers et les unités d'élite sont essentiellement formés d'alawites. Ce qui se passe actuellement en Syrie, où toutes les unités de choc, d'ailleurs, sont commandées par la famille, par Maher, le frère de Bachar, et par des proches, les unités d'élite sont alawites. Et alors, je ne vous ai pas parlé des alawites.
qui sont un des troisièmes piliers. Alors, pour ce qui est des militaires, donc les militaires, après le BAS, les militaires, il y a non seulement l'armée avec les unités de choc alawite, mais il y a en même temps un système de Mouhabarat qu'on appelle les services de renseignement, et qui sont d'ailleurs en concurrence les uns avec les autres, mais ils répondent de différentes autorités, et en tous les cas, tous répondent directement du chef de l'État, du président. Mais ils surveillent des choses invraisemblables. Moi, dans les années 80, je voulais installer des antennes satellitaires à Damas parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on transmettait les informations et que tout le monde avait ça partout. En Syrie, c'était interdit. Et j'ai dû négocier pendant des mois avec les services de renseignement de l'armée de l'air. C'était eux qui étaient en charge de ça pour obtenir de pouvoir mettre en place ces choses. Donc je voulais quand même parler des Alaouites. Les Alaouites, donc, d'où viennent-ils? Les Alaouites, c'est une scission du chiisme qui, au 9e, 10e siècle, ont été en désaccord avec la communauté chiite sur le choix du 11e imam. Vous savez que chez les chiites, il y a 12 imams, le 12e est celui qui a disparu, le 9e imam caché. C'est pour ça qu'on les appelle les duodécimains. Mais le 11e, là, les Alaouites se sont séparés. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ont été très rapidement considérés comme des hérétiques et ils se sont réfugiés, comme souvent, comme les Druzes l'ont fait dans le sud de la Syrie, comme les Maronites l'ont fait dans la montagne, comme les Ismaéliens l'ont fait aussi dans les montagnes du littoral. Les Alaouites vont se réfugier dans les montagnes de Djebel Ansarié, qui est au-dessus de la Takié, et qui est la montagne des Alaouites et des Ismaéliens par l'occasion. Ils vont vivre là pendant des siècles, ils sont poursuivis, ils sont pourchassés, et une fois que les sunnites en ont fini avec les croisés, et donc qui veulent au XIIIe siècle mettre fin à toutes les minorités et éliminer les minorités, les Alaouites sont pourchassés et souvent massacrés. On leur impose, sans entrer dans le détail de la religion alaouite, d'autant plus que c'est pas une religion dont on connaît tous les tenants, les aboutissants. En tous les cas, chez les Alaouites, il n'y a pas de mosquée, comme chez les Druzes. On leur a imposé des mosquées. Les sunnites voulaient qu'ils aillent à la mosquée. Donc, ces mosquées, petit à petit, ont été à l'abandon et ont disparu. Mais enfin, les Alaouites étaient considérés comme des hérétiques. Et ils ont été, pendant 7 siècles, pourchassés par les sunnites. Donc, 2013, les problèmes entre Alaouites et sunnites, il faut avoir en arrière-plan que pendant des siècles, les Alaouites ont été pourchassés par les sunnites. À tel point que, finalement, qu'est-ce qui les a sortis de l'oubli? C'est le mandat français. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une des premières choses que les Français ont fait, c'est de créer un État des Alaouites. Les Alaouites, je dois dire, parmi les différentes populations de la Syrie, ce sont ceux qui sont le mieux entendus avec les mandataires, la puissance mandataire, à tel point que le grand-père de Hafez el-Assad avait écrit à Clémenceau pour lui dire « Nous, on ne veut pas vivre avec les Syriens, on veut surtout que les Français restent en Syrie ». Les temps ont changé, mais c'est pour dire que les Alaouites ont été retirés du monde pendant des siècles. Avec les Français, donc ils sont sortis. Ils sont descendus de leur montagne, ils sont venus à Latakié où il y avait peu d'Alaouites. Petit à petit, ils ont représenté 30% de la population de Latakié. Et alors, ce qui leur a été ouvert, c'est la carrière militaire. Parce que pour les sunnites et pour la bourgeoisie sunnite et pour les commerçants sunnites, embrasser la carrière militaire, c'est aller avec les Français qui encadraient les écoles militaires et tout. Par conséquent, il ne fallait pas le faire. Les Alaouites y ont été. Et donc, comme ça, petit à petit, les Alaouites sont entrés dans la carrière militaire et ont pris au cours des décennies des places centrales et stratégiques au sein de la carrière militaire. Voilà, c'est sur les Alaouites, le troisième pilier, j'ai dit le BAS, l'armée, les services de renseignement et les Alaouites. Ce système a été extrêmement verrouillé, terriblement verrouillé. Pendant le régime Assad,
si vous vous taisiez, si vous faisiez votre petite affaire dans votre coin, votre commerce, sans rien dire, sans faire de réflexion, sans être militant de quoi que ce soit, vous aviez des chances de mener une vie normale. Si vous vouliez exprimer des opinions, faire partie d'un parti politique et tout, les ennuis commençaient, et c'était des ennuis très graves. Le nombre de personnes emprisonnées, voire torturées, qui ont disparu, considérable. Donc, il y a eu la stabilité est instaurée, mais au prix d'une chape qui a été imposée sur la société syrienne. Je voudrais seulement dire donc que oui, il faudrait... Oui, il y aurait à parler de l'Iran... mais... Je n'ai pas vous interrompre, mais est-ce qu'on ne peut pas traiter la suite ensemble avec des questions? Voilà. Des questions dans la salle qui vont concerner surtout l'actualité. On va essayer de traiter ça en même temps. Oui. Si vous êtes d'accord. Non, tout à fait, bien sûr. Ah oui. Écoutez, j'espère que j'ai pu vous dire les choses assez clairement, parce que c'est assez compliqué, comme vous l'imaginez, et vous dresser un peu le film de l'histoire de la Syrie, tout en insistant sur certains événements clés ou repères qui peuvent expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Surtout ne partez pas, restez s'il vous plaît, le débat sera très intéressant. J'ai toujours peur de pense que les gens votent avec les pieds. Comment on dit, il y a des gens, on ne peut pas les empêcher. On aurait dû fermer la porte. Après, je parle sans micro, ma voix est assez forte. Même s'il y a des gens qui disent que ma vitalité baisse, ou c'était la virilité. Non, la vitalité. Il y a des gens intéressants, compétents dans la salle. Je vois, je parle de quelques-uns que je connais. Il y a par exemple un jeune homme très compétent du Liban, c'est Antoine Sfer. Oui, Antoine Sfer. Ou à côté de lui, Jean-Marie Frenz, qui a vécu, qui connaît extrêmement bien la Syrie, puisqu'il a vécu, travaillé pour la Commission européenne à Damas. Il y a quelqu'un d'origine turque, qui servait certain, qui connaît toute cette problématique également historique, du point de vue historique, très bien, mais comme Michel l'a suggéré peut-être, comme l'exposé était surtout sur les aspects historiques, on va peut-être se concentrer davantage, si vous êtes d'accord, M. Baron, sur les questions. Jetez vous mettez dans l'eau, dans la fenêtre. Vous voyez, j'ai bien fait de méfier de ce micro. Voilà donc, mais est-ce qu'il y a des questions de clarification, ou peut-être même des gens qui voudraient contredire ce qui s'est dit, vous avez dit sur les aspects historiques, sur l'évolution. Martin Kleinberg. Oui, je n'ai pas besoin de micro non plus. Vous avez commencé à évoquer la dictature ou le régime bassiste. J'aimerais que vous soyez plus précis. Comment est-ce que les gens vivent? Vous avez l'air de dire, si on ne faisait pas de politique, on n'avait pas de problème. Moi, j'ai quand même entendu d'autres choses. Parce qu'il semble qu'aujourd'hui, il y a un tel déferlement de violence qu'on a du mal à se dire, bon, c'était un régime difficile, mais stable, et tout d'un coup, ça explose comme ça. Est-ce que la vie était vraiment si simple à partir du moment où on ne faisait pas de politique? Vous l'avez entendu là-bas? Vous l'avez entendu? Non. Non, il faut quand même un micro, vous voyez? Oui, je m'interroge. Par rapport au déferlement de violence qu'on connaît depuis 2 ans, vous avez juste commencé à mentionner donc, quel était le mode de vie sous la dictature depuis les années 70. Vous avez évoqué que si on ne faisait pas de politique, on pouvait avoir une vie normale. J'ai du mal à croire qu'un pays peut se déchaîner à ce point-là dans la violence
si effectivement ce qu'il y avait auparavant était la stabilité à partir du moment où on ne faisait pas de politique. Mais peut-être que je me trompe, j'aurais voulu avoir plus de détails sur ce qu'était, si vous le savez, vous avez vécu là-bas, rencontré des gens, ce qu'était que la vie en Syrie entre 70 et 2010. Bien. Alors, si vous parlez de... On ne parle pas du point de vue économique, là, quoique l'économique est importante, parce que le niveau de vie la vie était difficile, ne serait-ce que... Mais comme d'autres pays de la région, la vie était difficile. Donc, effectivement, la vie n'était pas simple, ni coule de source, comme certainement pas. De toute façon, la vie était difficile. Je parlais là sur le plan, disons, de la tranquillité personnelle dans le pays, de la tranquillité de chacun. Je crois effectivement que si vous n'aviez pas de lien avec la politique, vous pouviez vivre sur le plan de la tranquillité. Vivre normalement, je n'ai jamais vu des gens, enfin, je n'ai pas connaissance de personnes qui, totalement éloignées de la vie politique ou de la vie militante, disons, quelconque, aient des problèmes. Je crois que... bon, il y a 3 ans, bon, je sais qu'il y avait une apparence... Il y avait une apparence policière dans la rue. Qui que ce soit un anonyme ou un homme politique, on circulait dans les rues de Damas ou dans les rues des villes. Il y avait les forces spéciales au carrefour avec leurs grosses voitures américaines et leurs bérets rouges qui étaient là et qui surveillaient. Vous sentiez qu'il y avait les mouabarades qui traînaient dans les hôtels, qui traînaient s'il y allait à l'aéroport et tout. Bon, au bout du compte, vous finissez par les reconnaître d'ailleurs, parce qu'ils ont un peu tendance, bien qu'étant en civil, à avoir un uniforme, soit tous la même moustache, tout. Donc on les reconnaît. Mais quand je suis retourné en 2009, tout cet appareil policier avait disparu. J'ai circulé à Hama, à Homs, à Alep, et tout, de jour comme de nuit, enfin de nuit, tard le soir. J'étais surpris, il n'y avait plus un policier dans la rue. J'ai quand même été jusqu'à la frontière irakienne, et c'était la guerre en Irak à l'époque, sans rencontrer un barrage. Ce qui était impensable 20 ans plus tôt. Donc Bachar el-Assad avait transformé la rue, enfin l'avait pacifiée en quelque sorte. Moi, tel que j'ai ressenti, c'était une réalité. Maintenant, j'abordais le problème pour dire que tout était facile. Vous disiez que je donnais l'impression que tout était facile. Non, si vous commenciez à vous manifester contre le régime, je n'ai pas parlé de ce sujet, mais en fait, toutes les années 70, Assad est arrivé au pouvoir en 71, mais immédiatement, il y a eu des oppositions. Immédiatement, il y a eu des attentats, y compris contre lui. Il y a eu en 78, il y a eu un attentat contre les cadets justement de l'académie militaire d'Alep, qui était la grande école militaire du régime finalement, puisqu'ils étaient presque tous alaouites. 83 cadets ont été assassinés par les frères musulmans. Ensuite, les attentats sont multipliés. Vous avez eu un attentat contre Hafez el-Assad en 79. Puis des attentats contre des personnalités, contre des directeurs d'université, contre des hommes politiques, des hommes d'art. Et puis vous avez eu la ville de Hama en 1982. Il y a eu un soulèvement... je dis à la suite de tous ces attentats et de cette montée en puissance de la tension dans le pays, en 1982, se sont soulevés et Assad a envoyé ses troupes d'élite, avec, à l'époque c'était Rifat, son frère, et puis Ali Haïdar, qui était chef aussi de troupes spéciales. Ils ont rasé la ville, carrément. Il y a entre 10 000 et 20 000 morts. Il y a les quartiers qui ont été rasés. Tout a été reconstruit aujourd'hui. Très rapidement, ils ont voulu reconstruire pour pas que ça se... Donc, il ne faut pas croire que tout était paisible. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, mais si quelqu'un qui vraiment ne voulait pas d'ennui, il pouvait s'en sortir. En parlant d'Hamas, pour moi, c'était un des enseignements, une des surprises, c'est que
Au début du conflit actuel, les premiers mois, les premières semaines de 2011, les ministres des Affaires étrangères occidentaux, et puis dire après semaine, le régime est en train de s'effondrer, il vit ses dernières heures, on n'en a pas pour longtemps, l'armée éclate. D'avoir une telle méconnaissance des mécanismes du régime syrien de la part de diplomates, c'était quand même effarant, alors qu'il était évident, comme c'est toujours évident, que ce régime-là n'abandonne jamais, ne recule jamais, ne renonce jamais. On l'a vu en 82 avec l'épisode sanglant de Hama, ça s'est répété à puissance X de 2011 à 2013. Mais il ne faut pas... Comment on a pu se tromper sur la nature de ce régime, c'est encore pour moi une inconnue. Je ne comprends pas. Voilà, merci. Je pense qu'il y a encore beaucoup, je l'espère. Le problème avec vous, M. Baron, c'est que vous savez trop. Ah non, moi, je sais pas. Donc, si vous étiez un peu moins, un peu plus ignorant, peut-être, on s'en sortirait mieux avec le temps. Il y avait certains, si vous voulez, vous pouvez vous présenter, c'est pas obligatoire. Vous voulez garder l'anonymat, mais c'est intéressant de savoir que les autres, qui vous êtes. Est-ce qu'on peut regrouper 3 questions? Vous avez quelque chose à écrire? Oui. C'est ce qu'on a, peut-être, 3 questions. Voilà, madame. Alors, ici, j'ai un peu peur du stress, mais bon, je m'appelle Anne-Marie Garni. Et je voudrais avoir plus de détails sur les contacts entre l'Iran, justement, et le régime en place. Merci. Ça, c'était un modèle, une question brève et précise. Ah, c'est... Voilà. Servez-vous quelqu'un, peut-être? Juste. Très brièvement, vous avez touché à la question de l'État-nation et cette approche un peu artificielle de créer des frontières, de regrouper des personnalités. Plus fort. Pardon. Ma question Un est... type costaud comme toi, c'est un peu plus de poids. Non, il faut brancher le micro. Ah, en plus. Voilà. Alors, ma question est, est-ce que l'approche des Ottomans, qui ont quand même pu rester au pouvoir pendant presque 6 siècles dans la région, l'approche de plutôt gérer ces peuples avec l'approche de Millet, sur base du communautarisme confessionnel, est-ce que ça serait une solution pour l'après-guerre, j'espère, et parce que cette violence et ces atrocités qui se passent aussi bien en Irak qu'en Syrie doivent bien trouver une fin un peu plus optimiste. Merci. Merci. Voilà. Encore. Il y avait en transfert, il y a cette dame, il y a Madame Dubois. Madame Dubois. Micro. Je me présente, puisqu'on a déjà donné mon nom, comme une Italienne piémontaise, donc pour la liberté et de tous et la laïcité. Ce que je demande à monsieur, après la complète vision historique et sa connaissance évidemment de l'actualité, est-ce qu'a lui-même une vision possible, malgré la grande difficulté, d'une solution vis-à-vis aussi de l'Europe et d'autres pays comme les États-Unis et la Russie qui paraissent avoir une vision très différente et aucune décision qui puisse aider ce peuple en souffrance. Peut-être encore, madame, pardon. Et puis, il y aura assez de pain sur la planche. Oh là là. En fait, je me demandais, étant donné le degré de violence, vous parliez de ces communautés qui coexistaient à l'intérieur du pays. Et depuis 1970, quand Bachar el-Assad est venu au pouvoir,
étaient en pratique les relations entre ces différentes communautés? Est-ce qu'elles se mélangeaient? Quelles étaient ces interactions en dehors de la politique? Par exemple, des mariages entre groupes. Exactement. Est-ce que les communautés se mélangeaient? Est-ce qu'il y a je ne sais pas si vous avez des connaissances sur cette question. Monsieur Parent. Oui, alors, première question portait sur l'Iran et la Syrie. Alors ça, c'est un vaste chapitre qui d'ailleurs est d'actualité aujourd'hui. On en parle tous les jours, de l'aide de l'Iran, de l'alliance avec l'Iran, de l'axe chiite et tout. C'est effectivement une des décisions capitales qui a été prise par Hafez el-Assad pendant son mandat. Le fait de s'allier avec l'Iran, d'abord pourquoi? Ça s'est fait en 1979, au moment où de la révolution islamique, oui c'est ça, en Iran, où rapidement des responsables syriens, notamment Abdelhalim Radam, qui était le ministre des Affaires étrangères, ont été à Téhéran. Pourquoi? Il faut voir qu'en 1979, on vient d'avoir un traité entre l'Égypte et Israël. La Syrie, Assad, qui a toujours eu une obsession, c'est se sentir encerclé et voir des pays autour de lui comploter contre lui. L'Égypte, qui avait été son allié de la guerre de 1973, maintenant signe la paix avec Israël. Donc il se sent abandonné. Il est empêtré au Liban déjà à l'époque, depuis 1976. La Jordanie, c'est un pays qui est beaucoup trop occidental. Le régime est beaucoup trop lié à l'Occident pour que Assad puisse s'appuyer dessus. Il était en querelle permanente avec la Turquie à l'époque. Il était, et puis alors, je parle pas de l'Irak, l'Irak étant les frères bassistes ennemis, Saddam Hussein contre Hafez el-Assad. Donc, l'Iran a été une planche de salut. Il a trouvé ce pays qui remplaçait le pivot de l'influence américaine dans la région, qui était le régime du Shah. N'est-ce pas? Le régime du Shah disparaît pour avoir un régime qui est anti-occidental, militant, théocratique, on peut dire exactement à l'opposé du Baas, qui se proclame laïque et socialiste. Mais précisément, c'est ça qui fait que l'alliance va tenir. C'est parce qu'il ne faut pas voir dans l'alliance entre l'Iran et la Syrie une conjonction d'idéologie ou religieuse. C'est pas ça. Ce sont des intérêts qui convergent. Chacun ne défend ses intérêts. Les intérêts et des fois, il y a des conflits d'intérêts. C'est pas non plus une relation qui a toujours été au plus haut. Pendant la guerre du Liban, par exemple, la Syrie et l'Iran étaient en désaccord à propos des chiites, par exemple, à propos du Hezbollah, qui aujourd'hui est là. Mais au début, ça a été mal. Ils ont été en désaccord quand Assad a décidé de participer à la force internationale après l'occupation du Koweït en 1991. Assad y a été. Et l'Iran était furieux. Quand Assad a été à la conférence de Madrid sur la paix au Proche-Orient en 1991, l'Iran n'était pas d'accord. Donc c'est pas une alliance qui est toujours au beau fixe, mais fondamentalement, sur les fondamentaux, c'est un peu comme avec la Russie, sur les fondamentaux, l'Iran et la Syrie ont trouvé une convergence d'intérêts auquel vient s'ajouter le Hezbollah et puis l'Irak, puisque depuis la guerre américaine en Irak, ce sont les chiites qui gouvernent. Donc vous avez Téhéran, Bagdad, Damas et le Hezbollah. Et en ce moment, on voit par exemple que le régime chiite irakien est d'accord avec Assad, enfin le soutien. Ne dit rien quand il se passe des choses qui ne devraient pas se passer. Les avions d'armes iraniennes qui traversent l'espace aérien irakien, les Américains sont furieux, leur ont dit à plusieurs reprises surveiller ça, mais à chaque fois qu'il y a un avion iranien à qui on demande de descendre au sol à Bagdad, comme par hasard, il n'y a rien. Donc c'est vrai qu'il y a une alliance, et c'est fondamental, cette alliance entre la Syrie et l'Iran, parce que chacun a besoin de l'autre.
Et il n'y a pas de raison pour que cette alliance lâche. Alors, je sais qu'il y a un nouveau président en Iran. Apparemment, certains pays en ont conclu immédiatement que les choses allaient changer et que la politique allait changer. Je suis personnellement je doute fortement que ce soit. En tous les cas, sur le nucléaire, personne ne va changer parce que l'Iran veut son programme nucléaire et quel que soit, ils ne vont pas le lâcher. Et sur l'alliance avec la Syrie, c'est trop vital pour le régime iranien pour qu'il lâche. Je réponds à la question ? En ce qui concerne l'État-nation, alors l'approche des Ottomans, et par rapport à, donc vous faisiez la comparaison par rapport à la France, évidemment c'était différent parce que les Ottomans sont musulmans. Donc on ne peut pas de toute façon comparer ce que les Ottomans ont fait en Syrie à ce que font les Français. C'était des musulmans. Est-ce que ça peut être une solution pour l'après-guerre? Alors, la question que vous posez, c'est une question que beaucoup de gens se posent, c'est-à-dire, est-ce que la solution, c'est pas finalement l'éclatement de la Syrie? Est-ce que si ça évite quelques dizaines de milliers de morts encore, est-ce qu'il ne faut pas faire éclater la Syrie? Autrement dit, est-ce qu'au bout d'un siècle, les accords Sykes-Picot dont je vous parlais tout à l'heure, un siècle après, est-ce qu'il ne faut pas les rayer de la carte et les abandonner? C'est possible. De toute façon, il y a aujourd'hui un tel niveau de haine qui existe entre les sunnites et les alaouites. Je veux dire, chacun, une des raisons aussi pour laquelle la guerre continue avec autant d'acharnement, c'est que chacun est convaincu que si c'est l'autre qui gagne, il va l'éliminer, il va le détruire, et qu'il n'a pas d'endroit où aller. Donc, vous avez dans cette région-là, je ne sais pas si vous suivez un peu ce qui se passe dans la région kurde de la Syrie, c'est très intéressant, parce que les Kurdes ont toujours été remuants et ils ont toujours eu des problèmes avec les Assad, père et fils. Notamment parce que 300 000 Kurdes avaient été exclus de la nationalité syrienne au cours d'un recensement en 1964. On disait, mais non, vous êtes né en Irak. Bon, enfin, il y a eu des querelles, il y avait des manifestations. Et encore en 2004, où il y a eu de violentes manifestations dans la région kurde ici. Bon, eh bien, depuis 2011, Bachar el-Assad, il a passé un accord tacite avec les Kurdes. L'armée syrienne est toujours là-bas, il ne se passe rien. Ils ont passé un accord en disant, on ne bouge pas, vous ne bougez pas, on ne se voit pas les uns et les autres, mais on verra plus tard, peut-être, à régler le problème. Mais en attendant, les Kurdes, ils sont en train de travailler à établir, à faire ce qu'ils ont toujours réclamé, c'est-à-dire développer leur culture, leur langue, leur patrimoine propre, et avec en tête, pour eux en tous les cas, d'obtenir au minimum une large autonomie une fois qu'une solution sera en place, et si ce n'est pas une large autonomie, l'indépendance carrément. Donc, ça bouge. Alors, ce ne sera pas simple d'établir un État ou un régime d'autonomie et tout alaouite sur la côte, parce que si les alaouites sont là, plus personne ne peut passer. Hein. Il n'y a pas beaucoup, il y a 170 km de frontières. Si les sunnites, pour aller à la côte, doivent demander l'autorisation aux alaouites, ça risque d'être difficile. Donc d'autre part, vous avez quand même des centaines de milliers de Kurdes et d'alaouites qui vivent à Damas et à Alep. Si vous faites le partage territorial, ces populations, que deviennent-elles? Ou alors il faut les déplacer, les déraciner encore. C'est même cette solution qui peut paraître comme une solution miracle, en disant après tout, il n'y a qu'à chacun de son côté, chacun vit sa vie. Même ça, c'est pas commode à imaginer. En pensant à la condition même que les différentes parties se mettent d'accord sur les frontières entre les différentes zones. Or, vous savez qu'actuellement, la bataille qui se déroule entre Damas et Alep, vous avez vu la bataille de Kousser, là, cette petite ville qui est ici, et qui bouchait le passage pour aller vers la côte, donc que l'armée syrienne a repris. Et puis là, les Homs et Hama, notamment Homs, c'est indispensable que
les combats sont violents et seront toujours violents ici parce que c'est un verrou sur la route du littoral. Voilà, cette solution pose des problèmes, pose de graves problèmes. Alors, Madame demandait la vision d'une solution au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est une dame, je crois, c'est vous. La vision d'une solution au conflit. La solution au conflit, vous voulez dire? Une solution pour que ce pays soit pacifié. Oui. Une possibilité ici convient que les étrangers, l'Europe, la Russie, puissent faire quelque chose. Les réponses pourraient être un peu plus succinctes, parce que je pense qu'il y a encore... D'accord, alors... Sinon, trop de gens risquent d'être frustrés, de sortir frustrés, et ça, on ne veut pas. Très bien, alors, pour vous dire les choses, on ne voit pas de solution aujourd'hui. N'est-ce pas? Tout est bloqué, parce que, notamment, le problème n'est plus seulement un problème syrien, c'est un problème régional, c'est un problème international, même si on le cache. Il y a des tas d'acteurs dans ce conflit aujourd'hui, qui sont des acteurs importants du conflit, en ravitaillement d'armes, en aides diverses, en armes multiples, en combattants, et ainsi de suite. Donc, ça échappe au seul Syrien. Alors, on pourrait imaginer qu'effectivement, après l'initiative russo-américaine de faire une conférence de Genève, une deuxième, puisqu'on a déjà une première, mais on se rend compte qu'on n'est même pas d'accord sur l'intitulé de la conférence. C'est une conférence pour quoi? C'est une conférence pour un régime transitoire, pour installer un système transitoire en Syrie, mais avec ou sans Assad. Et là, chacun a les réponses différentes. Les uns disent, si Assad vient, nous on n'y va pas. Les autres disent, pas question qu'Assad, qui a été élu et dont le mandat se termine en 2014, pas question qu'Assad en soit absent. Donc actuellement, il n'y a pas de perspective de solution. Ah oui, et comment? Oui, vous parliez aussi des relations intercommunautaires avant Assad. Les relations intercommunautaires avant Assad. Donc, avant 70. À ma connaissance, il n'y avait pas de problème. Avant 70, avant Assad, avant le bas, c'était les sunnites qui étaient au pouvoir, n'est-ce pas? C'était les sunnites qui étaient au pouvoir avant Assad et tout. Et sauf si on remonte alors au XIXe siècle, où là, il y a eu des combats vraiment entre différentes communautés. Au début après l'indépendance, ça ne me dit rien et je n'ai pas connaissance d'affrontements en Syrie entre communautés. N'est-ce pas? Mettons de côté l'affaire du Liban avec la guerre à partir de 1975. Mais en Syrie même, non. Vous avez vous-même, vous avez quelque chose en tête? Oui. C'était plutôt en pratique, comment se passait la relation entre les différentes communautés, est-ce qu'elles socialisaient, comment des choses... Sur la vie, vous savez qu'en Syrie comme au Liban, il n'y a pas d'état civil laïque. Il y a un état civil qui dépend de chaque communauté. Moi, je me suis marié au Liban, je ne me suis pas marié en civil. Ça n'existe pas. Donc après, j'étais au consulat de France pour faire mon mandat, mais mon acte de mariage s'est passé dans une église, parce qu'il n'y a pas de mariage civil. Donc, vous pouvez épouser quelqu'un d'une autre communauté à condition que l'un d'eux... il y a la communauté du plus fort. Disons de façon assez claire que quand une chrétienne épouse un musulman, généralement, la chrétienne doit changer de religion. C'est la religion musulmane qui s'impose. Et inversement. Vous pouvez... Et comme le divorce n'existe pas non plus, n'est-ce pas, dans certaines églises chrétiennes, donc si vous voulez divorcer, il faut changer de religion. Des maronites qui veulent divorcer doivent changer de religion. Sans ça, ils ne peuvent pas divorcer. Le divorce n'existe pas. Annulation de mariage. Hein? Annulation de mariage. Oui, mais ça, c'est pas fréquent. Il faut monter à Rome. Hein. Alors, il y a une solution, c'est d'aller vous marier à Chypre.
Comment certains. Trop de gens parlent. Restez encore 10 minutes. On va conclure peut-être dans un quart d'heure. D'accord? Un quart d'heure encore? C'est intéressant. Il y a très bref. Tout le monde maintenant aura des questions très brèves, mais il y aura malheureusement beaucoup de personnes. Vous, par exemple, êtes ici. Il y a le monsieur là, juste devant vous. Oui. Question brève, réponse brève. Si possible. Je vais essayer d'être bref, mais j'avais juste quelques remarques très rapides pour répondre aussi à la toute première question qui a été posée. Pourquoi ce déferlement de violence? Parce que, vu de l'extérieur, on a un peu de mal à comprendre. Alors, comme M. Baron disait, il y a des facteurs internes, ethniques, religieux. Il y a des acteurs régionaux dans tout le Moyen-Orient qui ont des intérêts à défendre par rapport à cette espèce de taxe chiite, enfin le conflit chiite-sunnite. Et il y a des acteurs internationaux, notamment les États-Unis, et en particulier la Grande-Bretagne. Et là, je pense à un élément qui est très rarement cité dans le contexte du conflit en Syrie, c'est toute la géopolitique gazière et pétrolière qui a une importance énorme parce qu'elle a été totalement bouleversée depuis quelques années avec la découverte de gisements gaziers, notamment au large de Chypre, du Liban, de la Syrie et d'Israël. Et je ne sais pas si les gens ont vu il y a quelques semaines, Roland Dumas était dans un débat télévisé où il disait qu'en 2009, il avait été invité en Grande-Bretagne et des responsables britanniques lui avaient dit qu'il se préparait quelque chose en Syrie et qu'on allait essayer de faire quelque chose par rapport à Bachar el-Assad. Et par rapport à ça, il faut savoir qu'en 2009, l'Arabie Saoudite et le Qatar ont demandé à la Syrie de faire passer des gazoducs pour le pétrole par la Syrie. Ce que Bachar el-Assad a refusé, parce qu'il est évidemment plutôt allié aux Russes et aux Iraniens. Donc ce qui s'est passé en Syrie, c'est, il ne faut pas le voir seulement dans la continuité du printemps arabe, comme des manifestations spontanées qui ont débouché sur un mouvement populaire, mais également une évolution et un conflit qui est lié aux intérêts pétroliers et gaziers de grande puissance qui cherchent à défendre leurs intérêts au détriment d'un pays qui se situe vraiment à la convergence de différents courants, notamment à ce niveau-là. Voilà. Vous êtes... Patrick Benin, je suis français, je travaille à la Commission européenne. À la Commission européenne. Voilà encore derrière... Je vous remercie, mais excusez-moi pas 100%. Mais je vous dis que comme enseignant, je vous dis que toujours les problèmes là, c'est parce que la grande force du monde entre à cette région. Pour la situation de cette région, c'est géographique et religion et beaucoup de choses. Au début les manifestants étaient très forts et purs. Mais maintenant, ils changent beaucoup. Je suis chrétien, mais j'avais aussi un problème politique avec le régime. Mais maintenant, il transport entre Shia et Sunna. C'est pas Syrie. Toujours, il n'y avait pas Shia et Sunna. Il n'y a pas chrétien. Mais je vous dis que la seule solution, c'est maintenant. C'est quand les États-Unis et la Russie assoient avec tous les régimes et les oppositions. Parce que la guerre, c'est entre la Russie et l'Amérique. Parce
Chaque puissance veut manger une partie de la Syrie. La seule solution, c'est entre Bachar al-Assad. Il n'a pas de rôle maintenant. Aussi le peuple syrien. Il y a entre la Syrie et entre la Russie et les États-Unis. C'est la peuple solution. Et merci. Merci. Et encore, je pense que Claude voulait également, et François, Jean-Marie, Antoine, brièvement. Très brièvement. Je voulais rebondir exactement sur ce que le monsieur disait. Le conflit a commencé dans la foulée des printemps arabes avec une bourgeoisie souvent chrétienne de Damas qui a un petit peu essayé en tout cas d'agir contre le régime par les réseaux sociaux, comme exactement qu'on a pu le voir en Tunisie. Et la situation a quand même changé en 2 ans et aujourd'hui les partis ont vraiment évolué, les lignes de front ont évolué dans la population. Et vous avez parlé d'un régime alawite verrouillé par la communauté alawite. Aujourd'hui, on voit quand même que derrière ce régime, les chrétiens se sont majoritairement massés, les druzes, les kurdes, comme vous l'avez justement dit, et une bonne partie de la bourgeoisie sunnite, traditionnellement très modérée en Syrie. Et une des choses qui est un peu angoissante aujourd'hui, et j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, c'est que on a l'impression que la partie opposée au régime aujourd'hui est une partie quasiment étrangère, en tout cas idéologiquement, et même au niveau des troupes sur le terrain, les forces opposées au régime sont de plus en plus financées et originaires de l'étranger. Oui, alors là, c'est... Qui encore? Je pense que c'est la dernière série. Jean-Marie Friends. Une question brève sur l'avenir de la Syrie qui rejoint en tout cas partiellement la question d'Antoine. Quand un jour le régime d'Assad tombera, quel modèle d'État est-ce que vous voyez émerger? Un État pluraliste ou plutôt un État islamiste? Bien. Claude. Oui. Ben, je pense que ça sera la dernière ronde, non? Parce qu'il est tard. Il y a des gens que peut-être qui restent par politesse. Toi, tu n'insistes pas. En attendant, je ne pose pas de question, mais la question qui m'aurait intrigué, vous aussi, et peut-être personne dans la salle ne sait répondre. Depuis des années, je me pose cette question. Pourquoi l'Occident a laissé tomber Assad? Les Occidentaux, surtout les anciennes puissances coloniales. Mais c'est pas... C'est une question qui n'aura pas besoin de réponse ce soir, parce que la même chose s'est passée avec Kadhafi, avec Saddam Hussein. Donc ces gens-là, ils se posent des questions, ils ne comprennent rien. L'Occident traite, l'Occident perd, il semble agir contre ses intérêts. Donc, tout ça, ça me hante presque, et moi je trouve pas, ça ne me prive pas de sommeil, ce serait exagéré, mais je ne trouve pas de réponse à ces questions, n'est-ce pas? Parce que ça semble être dans l'intérêt de ces puissances qui combattent maintenant, ou ont combattu, ont même fait tuer ces anciens dirigeants, leurs anciens alliés. Pourquoi ils ont changé d'idée, de cap? Voilà, mais c'est pas juste, c'était pour donner une chance. Monsieur, micro peut-être. Je me suis toujours posé la question pourquoi ce grand support du Qatar pour les rébellions dans le monde arabe. C'est un régime tellement autocrate en Qatar lui-même, et puis il supporte les rébellions un peu partout, surtout les groupes les plus extrémistes, les groupes les plus extrémistes comme en Syrie. Peut-être là, il y a oui, ça... un élément de réponse. Oui, alors...
Non. Alors, en deux mots, le Qatar, effectivement, c'était... Quand on parlait de l'internationalisation du conflit syrien, vous avez parlé de régime autocratique, on pourrait même dire de dictature, de deux régimes arabes, l'Arabie saoudite et le Qatar, qui chacun alimente la rébellion en Syrie, et en même temps se font la guerre, dans la mesure où les uns soutiennent les frères musulmans et les autres les salafistes. C'est là où je dis que le conflit syrien, enfin je dis, beaucoup de gens considèrent que le conflit syrien a complètement dépassé les limites de la Syrie, c'est que vous avez des règlements de compte étrangers à la Syrie qui sont en train de se faire sur le dos des Syriens. Alors les combattants étrangers, justement, oui, il y a des combattants étrangers. Sans même parler de combattants, il y a un gros problème avec la rébellion. La rébellion connaît un énorme problème qui est qu'elle est dans un état de désunion, souvent un peu chaotique, avec des groupes qui se connaissent mal, qui ne s'entendent pas. Et le summum a été atteint justement grâce au Qatar, avec la nomination comme Premier ministre de M. Ito, Premier ministre d'un gouvernement provisoire et fantôme, parce que depuis qu'il a été nommé, on ne sait même pas ce qu'il fait, n'est-ce pas, il y a 2 mois. Or, c'est le Qatar qui a imposé sa nomination. Ce monsieur qui est Premier ministre d'un gouvernement luttant contre le régime en place, donc ça devrait être des résistants de l'intérieur, si je veux dire. Ce monsieur est américain, a une entreprise au Texas, et il n'a pas mis les pieds aux États-Unis, en Syrie depuis des années. N'est-ce pas ? Et il se trouvait Premier ministre d'un gouvernement de rébellion. Donc, vous parliez quel va être le modèle d'État. Un des problèmes de la rébellion, c'est que la rébellion a éclaté depuis 2 ans, mais pour aboutir à quoi ? Je n'ai jamais vu un programme politique, je n'ai jamais vu une charte. Qui veut quoi ? Quel est le type de régime idéal que la rébellion veut ? On n'en sait rien. Alors, par contre, pour ce qui est des autres combattants étrangers, des djihadistes et des fronts al-Nusra et eux, on le sait, ils veulent carrément la République islamique en Syrie. Pour eux, on est fixé. Donc, on parle beaucoup de fourniture d'armes et de la rébellion. Est-ce que le premier travail ne serait pas cette désunion sur le plan politique, on la retrouve sur le plan militaire, où vous avez l'armée syrienne libre qui commande certains secteurs. Alors, quand on dit qu'on va donner des armes, on va les donner à qui ? On ne sait pas bien, parce qu'il n'y a pas un commandement centralisé, unifié, et un commandement obéi. Un commandement central de la rébellion, ça n'existe pas. Donc, voilà le gros travail, comme paraît-il, comme semble-t-il, les Occidentaux auraient dû faire depuis le début, c'est faire comprendre à la rébellion que pour être rebelle et pour diriger la rébellion, il faut déjà être de Syrie, il faut déjà être un Syrien et vivre en Syrie et avoir des raisons de se rebeller contre le régime. D'autre part, il faut s'entendre, il faut s'unir, il faut arrêter un programme et s'y tenir. Alors l'abandon occidental, oui. Mais vous savez, le régime Assad n'a jamais été un régime chéri des pays occidentaux. Ça a toujours été un régime honni, notamment des États-Unis, en dehors de brèves périodes où il fallait, s'entendre avec lui parce que le régime Assad était dans une position de force, comme à certaines périodes au Liban, par exemple. Mais on ne peut pas dire... Assad étant en guerre contre Israël ne pouvait jamais être un État soutenu par l'Occident. De toute façon, il y avait cette tare originelle, si je puis dire. Alors l'alliance avec l'Iran a fait... Bon, l'alliance avec l'Union soviétique à l'époque a fait que pour les dirigeants américains, la Syrie était devenue un satellite soviétique. C'est l'expression qu'on utilisait fin des années 50. La Syrie est devenue un satellite soviétique. Et puis ensuite, l'alliance avec l'Iran, là c'est l'alliance avec le diable. Donc on ne peut pas dire qu'Assad ait vraiment été soutenu... je ne parle pas de l'épisode Sarkozy qui l'invite à Paris. C'est d'une façon générale, si vous regardez sur la longueur, le père comme le fils n'ont jamais été vraiment en odeur de sainteté en Occident. Alors que c'est vrai que Saddam Hussein a été beaucoup plus longtemps. Mais Kadhafi encore
Ah, Kadhafi, lui. Voilà. Est-ce que... Non, vous avez déjà eu... Parce que par rapport à votre question, pourquoi l'abandon? Qui a intérêt à voir ça m'a été beaucoup de gens. Pas de réponse, mais je peux vous donner. À part la Russie. Je pense pas qu'on... Comme disait M. Baron, je ne pense pas qu'on puisse parler d'abandon dans la mesure où il n'y a jamais eu vraiment d'alliance objective entre l'Occident et la Syrie. Mais par contre, il y a vraiment une schizophrénie de l'Occident à deux niveaux. D'une part, les gens qu'on combat au Mali sont ceux qu'on soutient indirectement en Syrie. C'est ce que je voulais dire, exactement. Et l'autre schizophrénie, c'est que les intérêts court-termistes de l'Occident sont en contradiction avec la stratégie énergétique de longue durée de pays comme les États-Unis, mais aussi la France ou la Grande-Bretagne. Pour la France, par exemple, le soutien ou l'espèce d'alliance qu'on voit se dessiner avec le Qatar, qui a une influence sur la position française par rapport à la Syrie, elle est liée beaucoup au fait que la France, à long terme, ne veut pas de dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Et la seule alternative par rapport à ça, c'est les gisements gaziers qu'il y a au Proche-Orient, que ce soit dans le Golfe ou dans la Méditerranée orientale. Donc ça explique, c'est un élément de réponse par rapport à ça. Est-ce qu'on va clore un peu? Et les 9h moins le quart, est-ce qu'il y aura encore on prendra un verre, oui? Est-ce qu'il y a quelque chose?